tiens à remercier vivement l'AEPS, pour laquelle on répond toujours de manière favorable et avec beaucoup de plaisir. On vient pour échanger, partager des points de vue, en discuter, peut-être se disputer. Peut-être on en aura débattu tout à l'heure, on ne sait pas. Mais le débat est possible et c'est ce qui nous permet, en tous les cas, on pense, de nous faire tous avancer. On est aussi effectivement très honorés d'être conviés pour le 10e anniversaire. D'autres collègues étaient tout aussi légitimes, donc un grand merci à l'AEPS d'Île-de-France. Alors avant de se discuter, je voulais quand même remercier Michel, vraiment avec sincérité, et puis Annie Davis aussi qui n'est pas là, mais qui, comme je le dis très souvent, Pascal et moi on est tombés dedans quand on était petites jeunes collègues, puisqu'on vous a rencontrés au tout début de notre métier. Et en sortant de ces premiers moments, notamment une table ronde, je crois dans l'année 2005, on s'est dit, en fin de compte, une classe c'est plus compliqué que ça. C'est pas que 24 ou 35 élèves, c'est une unité, certes, mais faite de plein de différences et on ne peut pas être aveugle ou sourde à cette particularité-là. Et puis la deuxième chose qui nous a un petit peu assommés à la fin de ces nombreux discours qu'on a écoutés, c'est de se dire, si on parle de réussite, on ne peut pas se permettre d'en laisser une partie sur le côté. Et on va essayer, en tout cas, c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, je crois, on va essayer de s'adresser au plus grand nombre, et j'ai envie de maintenant dire, peut-être à tous et à toutes, sachant que c'est une tentative et qu'on n'y réussit pas tout le temps. Mais en tout cas, merci encore de nous avoir permis de passer au plus près et pas trop loin de la question. On a un petit peu discuté justement déjà sur notre titre, sur le vivre ensemble. Ça nous paraissait effectivement fondamental que filles et garçons puissent vivre ensemble aujourd'hui à l'école pour pouvoir se préparer pour demain. Et on était parti sur apprendre ensemble. Finalement, on se dit qu'apprendre à faire ensemble nous semble fondamental pour qu'effectivement l'école, qui est peut-être un des rares lieux où on ne se choisit pas, où on va pouvoir effectivement échanger, débattre avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité, apprendra à nos élèves à pouvoir, on espère, faire un pas en avant dans ce vivre ensemble qui nous importe pour la société de demain. Alors nos propositions, elles vont s'inscrire dans une contribution à la formation d'un citoyen ou d'une citoyenne éduquée qui assume ses choix. Alors ces choix, on l'a mis en gras et on l'a souligné, on a entendu nos collègues en parler déjà tout à l'heure, et on va vraiment mettre l'accent sur les choix que nous allons proposer aux élèves pour leur permettre d'apprendre ensemble. Donc, on voudrait que ces élèves soient en capacité de pouvoir décider, on le dit, et de pouvoir effectivement choisir la manière dont ils apprendront et sur le fait qu'ils puissent en assumer les responsabilités. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent agir ensemble demain dans une société mixte, qu'ils apprennent aussi à faire ensemble dans une école d'aujourd'hui. On pense que l'enjeu du faire ensemble, il est éminemment politique, au sens du profil d'hommes et de femmes que l'on veut contribuer à faire émerger dans notre société. Et là, on s'appuie sur les propos de Philippe Mérieux, qui en a parlé dans un colloque à l'ESPE en 2015 à Paris. Alors ce soir, on va essayer de pousser la porte du comment, avec, comme tout à l'heure l'a dit Ludovic, on a fait des choix que nous on assume complètement, mais pas forcément partagés avec tous. Et on a essayé de les mettre en 3 grandes catégories. Le premier choix qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va essayer de reconnaître les particularités de tous. On s'est dit que, comme vous l'avez déjà dit, Annie Davis et Madame Nouveau, il y a quelques temps, les filles ont a priori un déficit culturel dans les activités historiquement masculines. Alors après, d'accord ou pas d'accord, mais il faut qu'on ouvre un petit peu les yeux sur les classes et au regard de ce que nous a dit un collègue sur ce champ 4, c'est peut-être un petit peu un constat. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles ont quand même une conformité scolaire. Alors on va s'appuyer là-dessus, et à l'inverse, autant on a pu lire et entendre que les garçons jouent leur vie en éducation physique, et notamment dans les activités du champ 4, mais aussi on a lu, et là je m'appuie sur les propos de M. Auduc, qui était directeur de l'UFM il y a quelques années, il faut sauver les garçons de l'école. Donc nous on s'est dit, avec ces 4 éléments-là, on ne va pas les opposer, on ne va pas les mettre en complémentarité, loin de là s'en fout, mais par contre on va essayer de les faire fonctionner pour tenter, dans un deuxième temps, ça sera le deuxième thème, qu'ils puissent apprendre des différences de tous, sans les évincer, sans les rendre neutres, bien au contraire, et qu'ils puissent en même temps construire les compétences nécessaires.
Alors, ces deux-là vont travailler ensemble, hein, puisque ce qui va nous animer avant tout, c'est la recherche de l'égalité des filles et des garçons face à la réussite scolaire, en se disant que quand on rentre à l'école et quand on ressort, on va essayer d'en ressortir, on va ressortir comme quelqu'un, comme quelqu'une qui a appris, qui s'est transformé. On ne peut pas accepter, je crois, que certaines ou certains soient mis sur le côté parce qu'a priori, ils ne font pas partie de la moyenne qu'on peut avoir dans une classe. Donc on va essayer de faire avancer la construction de la compétence dans cette école qui est la nôtre aujourd'hui. Et la proposition qu'on va faire ce soir, ça va être de proposer de l'alternative choisie par les élèves. Et là, on va rentrer en résonance avec les propos de Ludovic, où ce sont elles et eux qui vont piloter leur propre trajet de formation. Il nous semble, parce que les droits, que ce sera peut-être une idée à développer pour garantir et l'équité et l'égalité. Alors on va vous accompagner sur la compréhension du schéma. C'est toujours difficile de schématiser des pensées, puisque je vous rappelle qu'on est quand même deux, même si on est à peu près dans la même logique. Le cœur de la réflexion part de la notion de mise en projet, mais un projet qu'on va entendre sur du court, du long et du moyen terme. Alors cette notion de projet, moi j'aime à le rapprocher des propos de Nicolas Terré, qui parle de grande histoire et de petite histoire. Ceux qui étaient là à la Biennale au mois d'octobre ont pu avoir la chance de l'écouter. Et en fin de compte, les élèves, d'après ses propos, vivent des bouts d'histoire plus ou moins longues. Alors, comme toute histoire, elle commence, elle se termine. Et puis, chaque grande histoire va interroger des petits bouts d'histoire. Là, cette logique de projet, c'est un petit peu ça. On se dit qu'il faut qu'on emmène nos élèves, filles comme garçons, dans cette logique d'histoire, où les deux vont rentrer par un début d'histoire, les deux vont mener leur histoire, et puis les deux vont ressortir de leur histoire, puisqu'il y aura une fin. Ça, on l'encadre, on l'entoure quand même des propos autour de la mise en projet des élèves, toujours de M. Auduc, qui avait souligné dans Sauvons les garçons, souvenez-vous, le fait que pour rentrer dans une logique de projet, il faut avoir de la maturité, et que très souvent à l'adolescence, il y a un décalage entre les filles et les garçons. Il avait mis en évidence le fait que de travailler sur cette notion de projet, on déséquilibrait peut-être en faveur des filles. Alors on ne va pas s'en plaindre, mais juste on s'en souvient. Donc la première étape de cette démarche consiste à poser un constat. Et ce constat, on l'appelle la photographie à un moment T, qui va mettre en évidence des acquisitions présentes, bien évidemment. C'est le patrimoine, c'est là où on en est. Ce qu'on aimerait arriver à définir avec vous, c'est que le point de départ, il peut être différent pour les filles et pour les garçons, c'est possible. Mais il peut être aussi différent et de même valeur. Et là, il y a un positionnement de l'enseignant qui a pour habitude, plus ou moins bonne, ça je ne sais pas, mais de hiérarchiser les choses. Il y a du mieux et du moins bien. Or, si on vous donne deux exemples, puisque ce soir on va vous donner deux exemples, du tennis de table et du handball, en tennis de table, le jeu rapide, est-ce qu'il aurait vocation à être mieux que le jeu placé? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est deux manières de trouver la rupture. La même chose en handball, est-ce que le duel serait mieux que le jeu en contournement? A priori, non. C'est pareil. Mais si on questionne la profession, et notamment nos collègues, quand même, puis quand on avait un petit peu mis le nez dans les référentiels, le bac de la mouture d'avant, en tennis de table par exemple, il y avait une hiérarchie. En faisant cette hiérarchie, forcément, je crois qu'on avait l'impression déjà de classer un peu les élèves d'un côté ou de l'autre. En tout cas, voilà, cette idée de constat, il faut que ce soit un réel constat de compétence, et que l'enseignement, et donc les enseignants, ne s'offrent pas le luxe de hiérarchiser des choses qui sont a priori pas vraiment hiérarchisables. Donc ce constat, il va nous permettre effectivement d'avoir un point de départ pour nous amener vers un état final, qui seront les transformations qui seront visées par le projet. Donc par rapport à ça, ces transformations, elles seront bien sûr identiques pour tous les élèves, et elles définissent la culture commune scolaire, et elles seront portées, pour nous en tous les cas, on fait le choix dans notre champ 4, par une situation complexe. Donc on va viser les mêmes acquisitions, quel que soit le sexe de l'élève, et la situation prendra en compte les différences existantes, ce qu'on sait déjà de ce que sont capables de faire nos élèves, et la situation devra s'adresser à chacune et à chacun.
Alors le cœur du problème, il arrive en point 3, choisir une stratégie pour apprendre. On peut choisir le quoi recevoir quand on est élève, puisque l'enseignant peut nous proposer une alternative de formation, placée ou rapide. Mais là, on va aller un peu plus loin. On va se dire, peut-être qu'on pourrait choisir la manière de l'apprendre. Et vous allez voir, ce soir, on va vous présenter soit une démarche où l'élève pourrait être dans une situation d'obstacle à franchir, soit il pourrait être dans une situation de s'affranchir de l'aide. Et pour nous, ce sont deux démarches différentes, mais qui mènent au même résultat. Et ce résultat, c'est vraiment une situation qui est porteuse de sens, mais surtout qui exprime une vraie tranche de vie. Je vous laisse rapporter à son auteur. Et ici, une vraie tranche de vie dans une situation d'opposition qui est le champ 4. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit l'élève qui choisit, et pas nous. Là, à nous de leur offrir la possibilité d'apprendre plutôt comme ça ou comme ça. Et la troisième chose, c'est que l'acquisition qui est visée, elle est bien commune aux deux. Elle fait force aux deux et pas plus ou moins selon qu'on soit dans un choix ou dans un autre. Donc deux voies d'accès différentes pour un résultat complètement identique. Donc pour pouvoir conclure cette démarche alternative, au regard de ce que vient de vous dire Véronique, ça passera nécessairement par des interactions entre les élèves, puisqu'on va laisser le choix. Donc déjà, les élèves vont plutôt aller vers quelle stratégie d'apprentissage, on verra ça tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait de l'échange, il y ait effectivement du débat par rapport à des solutions trouvées par chacune et chacun dans la situation d'apprentissage, et que par rapport à ça, on voudrait qu'il y ait une prise de conscience sur les contenus que la situation permettait normalement de révéler. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les temps de verbalisation soient intégrés et fassent partie concrètement de la situation, de la situation. Ça veut dire que comme on pense le matériel à disposer, comme on pense les consignes qu'on va dire à nos élèves, on doit aussi prévoir ces temps de concertation pour que l'échange soit possible. Et on se rendra compte effectivement ici qu'à ce moment-là, les interactions sont toutes présentes, que ce soit entre filles, entre garçons ou entre filles et garçons. Donc cette démarche alternative, elle engage les élèves dans un projet et elle nécessite de faire des choix. Donc elle imposera d'accéder à un résultat attendu, tant pour les filles que par les garçons. Donc on va rentrer dans la proposition alternative, donc pour nous aujourd'hui dans le champ 4 et de manière un peu plus spécifique en tennis de table et en handball. Donc ce qu'on souhaite, c'est que, on pense qu'apprendre au regard d'un projet, ce sera de donner du sens, on l'a dit tout à l'heure, en partant d'un état initial, là où on en est, pour accéder à un état final, là où l'enseignant ou l'enseignante voudra m'amener en fonction de, on va dire, de ce qu'on sait déjà faire et de ce que les programmes, on va dire, nous proposent comme une aide aux apprentissages. Donc ceci peut aider les filles. On parlait tout à l'heure de la notion de projet qui permettait aux filles peut-être de se projeter davantage si on reprend les propos de Jean-Louis Auduc. Alors on est bien d'accord, on ne va pas caractériser ou rentrer plutôt dans une caricature. Ce n'est pas toutes les filles qui fonctionneront de cette manière-là, ce n'est pas tous les garçons qui fonctionneront d'une autre manière. Mais les études, à chaque fois qu'on les lit, nous traduisent que la majorité des filles fonctionnent de telle manière en EPS et que la majorité des garçons fonctionnent d'une autre manière, ou en tout cas d'une manière qui n'est pas toujours similaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est effectivement s'adresser à un élève singulier, et c'est pour ça que la notion de choix nous semble importante. Donc ce projet, ce sera effectivement le fil rouge. Ils auront un but, et il s'agira pour eux de résoudre une énigme qui, au cours de la séquence d'enseignement, pourra évoluer par rapport à des questions qui seront posées aux élèves. Donc le projet de jeu qu'on voit apparaître ici sera là pour être ce fil rouge, et c'est l'élève qui devra se transformer pour pouvoir y parvenir. À ce moment-là, on convoquera le projet d'apprentissage pour l'organisation de leurs acquisitions. Avec ces deux projets, l'élève vit une organisation collective de ses apprentissages, mais une responsabilisation individuelle quant à ses choix. Choisir sa stratégie d'apprentissage, ça va être nouveau pour l'élève. Donc, et puis nous, on peut mettre aucune hypothèse a priori sur qui va prendre quoi. Mais quand même, si on regarde un petit peu plus l'intitulé, on a une démarche pour franchir des obstacles.
Donc je vous laisse renvoyer à tout ce qu'on a fait sur les situations de résolution de problèmes, qui s'engagent rapidement, qui tente des choses mais qui n'obtient pas forcément de résultats, mais en tout cas qui s'organise autour de cette résolution de problèmes. Si je vous dis très naturellement, il me semblerait que ce soit les garçons, je pense que je ne me trompe pas beaucoup. La démonstration ayant été faite lundi soir, je suis arrivé vierge de chez Vierge face à une classe de 4e, j'ai posé les deux manières, j'ai donné des dossards, j'ai eu des verts et des oranges dans un premier temps. La deuxième démarche, s'affranchir de l'aide, ça renvoie à quelque chose de plus compliqué, me semble-t-il, puisque derrière ça, il y a des idées qui sont un petit peu récurrentes. Se faire aider, faire des erreurs, se tromper, c'est pas bien. Ça veut donc dire que je ne fais pas, ou je fais mal, ou que je ne sais pas faire. Donc parfois, c'est plutôt que d'aller vers cette stratégie-là, on s'en éloigne, parce qu'il y aura des préjugés autour de ce que je suis, en fin de compte. Est-ce que je suis un élève en réussite ou une élève en réussite ou pas? Donc ça va forcément demander à l'enseignant, et puis aux élèves aussi, d'apprendre à repositionner les choses. Tout à l'heure, on a entendu à la place de l'erreur, soit, oui, se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. On en est convaincu, peut-être, mais en tout cas, les élèves, a priori, ne le sont pas de ça. Se tromper, c'est mal. Se tromper, c'est une mauvaise note. Se tromper, c'est pas être avec les gens qui réussissent, donc c'est pas bien. Alors là, il va falloir qu'on déconstruise ce truc pour pouvoir le faire fonctionner, sinon notre démarche alternative, elle ne marchera pas. Et puis la deuxième chose qui me semble importante, et encore une fois, je renvoie aux propos de Nicolas Terré, cette notion d'aide. Se faire aider, c'est une condition pour apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qui pourrait pousser l'élève à ne pas se faire aider. Or, regardez, quand vous leur posez la question, si tu veux que je t'aide, tu m'appelles, combien viennent-ils? Très très peu, parce que, ah oui, il faut que j'aille lui demander de l'aide, donc c'est pas bien. Donc là, il va falloir vraiment qu'on arrive à déconstruire ça, et on va se regarder dans un espace d'apprentissage. Et moi, il me semble, enfin, c'est une idée que je partage avec Pascal, c'est que en remettant ça au cœur du problème, on va peut-être avoir des élèves qui vont un peu plus s'engager dans l'apprentissage, avec peut-être moins de crainte de ne pas réussir. Alors moi, je vais vous illustrer la notion d'obstacle à franchir, donc une première stratégie où on voudrait amener nos élèves à, en fait, sur une partie de l'énigme à résoudre pour pouvoir résoudre le projet de jeu. Donc on va s'appuyer sur une situation problème, on l'a dit tout à l'heure, une situation complexe, et par rapport à ça, on part des ressources disponibles pour les élèves et on fait le pari qu'en fonction de l'obstacle qu'on mettra, enfin, qu'on choisira, les élèves pourront effectivement se transformer. Donc la situation, elle devra nécessairement comporter la résolution du problème. Donc ça veut dire que dans le dispositif d'apprentissage, en passant par là, l'élève devra pouvoir se transformer, et on va l'accompagner en cherchant des solutions, en lui posant des questions, en le guidant dans ces temps de concertation qu'on a donnés tout à l'heure. Donc d'une manière générale, la situation de problème, elle pose davantage de difficultés aux élèves les moins sportifs, qui ont effectivement moins de vécu, et on se rend compte qu'effectivement, majoritairement, les filles sont un peu plus en difficulté que les garçons. Donc il faudra qu'on puisse guider pour que chacun puisse proposer, oser exprimer les solutions qu'il a trouvées. Ensuite, cette manière de faire, on est effectivement sur une pédagogie qui serait inductive et qui, on l'espère, souhaite développer une activité adaptative au niveau des élèves. Donc cette activité adaptative, elle ne pourra être présente que s'il y a une interaction entre les contraintes de la situation et la ressource des élèves. Vous connaissez le problème, enfin le principe plutôt, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que la situation ne soit pas trop éloignée dans son objectif par rapport au niveau des élèves, pour être sûr que chacun puisse s'engager, et le verbe me semble très important, pour essayer de jouer le jeu de la situation pour pouvoir se transformer. Donc en passant par ce filtre de cette situation, on espère pouvoir développer de nouvelles ressources, et ces nouvelles ressources, on souhaite que les élèves les expriment. Donc ça veut dire que c'est là où on doit organiser dans nos situations ces fameux temps de concertation, où la réflexion, l'échange, effectivement, est important.
Avant d'illustrer concrètement plus encore sur le handball, je voudrais juste préciser par rapport à la prise de conscience qui me semble importante. Et il y a Gérard Vergniaud, qui est un mathématicien qui a beaucoup travaillé, notamment en didactique. Il nous dit que la prise de conscience de l'action efficace ressentie au cours de l'expérience devient une règle de l'action. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on amène vraiment nos élèves à réussir, à ressentir cette réussite pour qu'à un moment donné, le contenu qu'on voulait faire passer soit vraiment acquis. Donc par rapport à ça, ça nous semble effectivement fondamental qu'il y ait une prise de conscience.